merci de répondre à la rédaction de Kaba.be. Wilfried, vous êtes ici à Charleroi, invité par le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et vous êtes en conférence le 15 janvier. C'est une date qui vous parle sans doute. C'est une date qui parle à tout le monde, c'est une date qui parle à tous les Camerounais qui sont intéressés par l'histoire de leur pays. C'est la mort de l'illustre Ernest Ouangé et c'est la matérialisation du fait que vous pouvez être terroriste aujourd'hui et on vous reconnaît votre rôle de héros demain. C'est pour ça que nous avons à cœur de poursuivre les missions que nous ont données nos illustres aînés tels que Frantz Fanon, qui parle de chaque génération qui doit accomplir ses missions ou la trahir, mais on préfère en tout cas l'accomplir, donc la remplir, parce que même si aujourd'hui on est au banc de la société, on sait que l'histoire des combats n'est pas à l'échelle d'une vie humaine. L'histoire des combats va au-delà d'une génération, au-delà d'une époque. Et quand on croit en ce qui est juste, on le fait sans se soucier de l'interprétation que les gens en font. Donc c'est un grand jour aujourd'hui pour les questions que nous avons évoquées, la crise anglophone, le devenir du Cameroun, les libertés politiques. Ce sont les mêmes engagements que Ernest Ouangé et plusieurs avec lui se sont donnés. Et voilà, dans un avenir plus ou moins proche, nous aurons une autre idée du 15 janvier. Ce ne sera plus le jour de l'anniversaire de la mort d'Ernest Ouangé, ce sera le jour où les Camerounais, en se souvenant de la mort d'Ernest Ouangé, ont décidé de poursuivre son combat et l'ont mené à son terme. Wilfried, effectivement, vous avez parlé du conflit anglophone qui dure depuis 2016. Et lors de la séance des questions-réponses, un intervenant est revenu sur votre jeune âge, 31 ans, et on se demande, un si jeune en politique qui évoque une question, selon vous, née il y a quasi un siècle, qu'est-ce qui vous fait courir sur ce terrain-là ? Le chancelier autrichien Sebastian Kurz est devenu chancelier à 31 ans, il y a quelques années. Pierre Corneille disait « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Bon, là c'est même la propulsion académique, on va dire, mais d'humain à humain, quand on a la conscience des valeurs humaines, des valeurs de dignité, de justice, ce sont des choses qui sont inscrites dans le patrimoine génétique dès la naissance. On sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien, on sait qu'on a le choix de faire le mal ou le bien, et on peut décider déjà très jeune de faire ce qui est bien. Ou ce qui est mal, mais de préférence ce qui est bien. Moi, je suis d'avis que la jeunesse n'est pas un concept pertinent en politique parce qu'on est toujours plus vieux qu'autre chose. À partir du moment où on a plus de 2 secondes sur Terre, on est plus vieux que celui qui n'en a qu'une seule, que le nouveau-né d'une seconde. Donc, je n'ai pas regardé cet aspect-là. Lumumba avait 35 ans quand il a été assassiné. Hossein Yafana, Félix Moumié, ce sont des gens qui rôdaient à peine autour de la trentaine. Fidel Castro avait 28 ans quand il a décidé de renverser Fulgencio Batista à Cuba. Donc, en fait, la pertinence d'un combat, étant donné que le temps n'attend pas et que nous ne savons pas combien de jours le calendrier nous réserve en ce monde, fait que quand on constate une injustice, on n'attend pas d'avoir 50 ans pour demander pourquoi Stéphanie Njomo a été torturée, pourquoi Thérèse Assomo a été incarcérée pour l'affaire du pilon, pourquoi Olivier Bibou-Nistak peut être cueilli devant femmes et enfants, pourquoi le corps de Samuel Ouazizi n'a toujours pas été restitué à sa famille, pourquoi ceux qui ont torturé leurs compatriotes n'ont pas répondu de leurs actes pendant que ceux qui ont simplement exprimé leur volonté de voir un pays dirigé autrement se retrouvent derrière les barreaux. Donc la jeunesse en politique, ce n'est pas vraiment un concept. Ce qui compte en politique, c'est la solidité et la fraîcheur des idées qu'on apporte pour un monde meilleur que celui qu'on a trouvé. Sur votre parcours au MRC, vous êtes découvert pendant les élections présidentielles 2018. Comment êtes-vous arrivé au sein du parti de Maurice Kamto ? J'ai été courtisé, on va dire. Mes analyses, j'avais déjà une certaine notoriété, plus ou moins, à travers mes interventions sur Africa 24, sur Afrique Média, et voilà, sur certaines plateformes en ligne. La vôtre, je ne sais pas si Camerbi relayait déjà mes interventions, mais donc voilà, ça fait que quand je suis arrivé au Cameroun vers le mois de juin 2018, ayant déjà exprimé en amont l'idée selon laquelle le MRC me parlait plus que d'autres partis, je me suis retrouvé justement approché par le MRC et je leur ai dit bon, donnez-moi le temps de réfléchir. Et 2 secondes plus tard, j'avais compris que
c'est le parti qui correspond le mieux aux attentes que j'ai pour un Cameroun autre que celui-ci, parce que moi, ce n'est pas le leader, c'est pas Maurice Kamto, c'est pas la beauté de l'acronyme MRC, non, c'est la pertinence d'un programme. Et quand je vois que tous les volets sont épousés, quand je vois un parti qui a compris que le développement, ce n'est pas que les gratte-ciel, les autoroutes et le métro, mais c'est aussi l'idée politique, la séparation des pouvoirs, la vision culturelle, l'équilibre dans les relations internationales et la projection sur le long terme, je comprends que autant c'est ce qui a permis aux pays dans lesquels nous nous trouvons d'émerger, autant c'est une recette comme celle-là qui nous permettra d'accéder à ce qu'on appelle l'émergence, la vraie, pas celle dont a parlé Paul Biya. Oui, Wilfried, vous arrivez au sein de ce parti où vous rejoignez d'autres cadres, entre guillemets, issus de la diaspora, comme Célestin Djamen, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est un homme politique que vous suiviez avant? Est-ce que sa stratégie actuelle est la bonne? Il a quitté le parti. Qu'est-ce que vous pensez de cette débandade? Jackie Kennedy, l'épouse de John Fitzgerald, disait les grands esprits discutent des idées. Je préfère rester un grand esprit qui ne discutera pas des gens. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde est libre de ses choix. C'est une personne. Il y a des gens qui ont posé la question sur certaines trahisons qu'il y a pu y avoir au MRC. Et moi, je dis, peu importe, les trahisons font partie de l'histoire humaine. On ne doit même pas voir ça comme des trahisons. On doit voir ça comme le cycle normal de la vie. Les gens sont libres de leur choix. Ceux qui ont épousé des femmes ou des hommes sont libres de divorcer par la suite. Si M. N'Djamène ou quelqu'un d'autre a rallié le MRC, il est libre après de s'en aller. Nous, on doit tirer profit des aspects positifs que sa présence a apporté parmi nous et voilà, vivre avec nous enrichir des leçons que ça nous a apportées et nous imprégner de ça pour le futur. Il faut réussir à transformer un problème en une opportunité pour justement, à travers ce problème, éviter des problèmes futurs similaires. Donc, je suis très content du passage de Célestin Djamen, je suis très content de l'avoir eu au sein du MRC et quel que soit ce qu'il fera par la suite, même si je ne suis pas d'accord avec ses prises de position, ses actions ou ses paroles dans l'éventualité où il y aurait des désaccords, je suis quand même content des points de progression que cela nous a apporté parce que tout nous enrichit en fait, surtout les coups qui font le plus mal. Ce qui ne me tue pas nous rend fort, c'est Nietzsche qui nous dit cela dans Crépuscule des idoles. Wilfried, la diaspora camerounaise est parfois, une certaine diaspora camerounaise est parfois taxée de diaspora frondeuse. Celle qui jette des œufs sur le président de la République, celle qui met de la farine sur des membres proches du gouvernement, celle qui manifeste pour l'acquisition des libertés sur place au Cameroun. Est-ce que vous vous identifiez dans cette diaspora-là ou alors est-ce que vous vous identifiez plutôt dans cette diaspora qu'appelle le parti au pouvoir, la diaspora qui intègre par exemple le parti au pouvoir? Comment vous vous situez, vous, pas comme en politique, mais comme membre de la diaspora? Les méthodes sont différentes, mais les motivations sont les mêmes. Nous avons des façons différentes de réagir au même problème, de la même façon que nous apprécions différemment le même plat. Je ne désapprouve pas la diaspora qui lance des œufs, parce que je sais qu'il vaut mieux lancer des œufs sur quelqu'un que de lui tirer dessus. Il y a une erreur qu'on fait dans l'interprétation de la sagesse africaine, c'est de nous faire croire que dans la tradition africaine, on respecte les vieux. Non, dans la tradition africaine, on respecte l'être humain. Les vieux respectent les jeunes et les jeunes respectent les vieux. À partir du moment où le vieux ne respecte pas les jeunes, on comprend que c'est juste un jeune idiot qui a vieilli. Parce qu'un assassin, imaginons qu'Adolf Hitler avait vécu 80 ans, il serait devenu un vieux, mais un vieil assassin. Donc on ne nous fera pas la carte de l'âge de Biya, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous avons un président qui vit le luxe absolu, qui sait qu'il ne peut pas laisser ses enfants dans le même marasme dans lequel il laisse les Camerounais. Donc il sait ce qui est bien. C'est dangereux de savoir ce qui est bien, de mettre ses enfants dans l'opulence absolue, mais de laisser les autres végéter dans le néant. Et c'est dangereux encore d'empêcher ces concitoyens-là de se plaindre. Quand tu vas descendre dans la rue et tu vas dire pourquoi on n'a pas d'autoroute, alors que l'argent a été justement débloqué pour, et qu'en guise de réponse on va t'incarcérer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nous n'avons pas un vieillard, un vieux patriarche à la tête de l'État, mais un vieux démon. Et ce vieux démon, il faut l'exorciser. Donc je comprends, sans appliquer les mêmes méthodes, je comprends totalement la réaction de ces diasporas-là qui expriment son ras-le-bol autrement que nous. Ça restera toujours pire. Aucun membre de la diaspora n'a fait pire que ce que Paul Biya a fait aux Camerounais. Aucun.
C'est-à-dire, dans nos imperfections, il y a des démons qui sont plus perfides que d'autres. On rapproche parfois le mouvement Brigade anti-Sardinard au mouvement politique, au parti politique plutôt, un mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux mouvements-là, c'est-à-dire le parti politique de Maurice Kamto et la basse Brigade anti-Sardinard, à votre avis? Le MRC est un parti politique qui fonctionne comme un parti politique. La Brigade anti-Sardinard, ce sont des Camerounais qui ont pour point commun avec nous le fait qu'ils voient en Maurice Kamto une alternative pour le Cameroun et c'est leur droit. Et personne ne va essayer de nous diviser puisqu'ils y parviennent déjà au Cameroun. On divise les tribus les unes entre les autres, on chasse les concitoyens d'une ville sans honte aucune, on vient dans la diaspora, on veut créer des diasporas différentes. On n'est pas tous d'accord en tout. De toute façon, les biéistes eux-mêmes ne sont pas d'accord en tout. Mais je comprends, j'insiste sur le fait que je comprends tous ceux qui désapprouvent Paul Biya. Vu que moi-même je le désapprouve, je ne suis pas de la brigade anti-Sardinard, je ne suis pas allé assiéger les ambassades, mais je comprends totalement ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont réagi au fait qu'on tirait sur des concitoyens. Pendant que ceux qui prétendent aimer la nation voyaient qu'on a tiré sur des émercistes et que de toute façon ils n'ont qu'à mourir, eux ils ont vu que non, on a tiré sur des concitoyens. Je suis pour la justice, je suis contre toute injustice. Même un RDPCiste qui se fait torturer, ça me ferait mal. Mon propre père était député RDPC. On a des biéistes dans nos familles, on a des gens qui aiment Paul Biya dans nos familles, ça reste des êtres humains. Si on les torture illégalement, je serai contre. Et évidemment, je les inviterai à la résistance en disant mais comment vous pouvez défendre un régime qui vous traite comme ça? Et s'il y a des gens qui ont saccagé des ambassades en riposte à des gens qui ont tiré sur d'autres gens, si je dois choisir un camp, je choisis celui de ceux qui ont assiégé les ambassades. C'est de la simple raison humaine de base. S'il y a un individu qui, par un patriotisme d'une bancalité absolue, voudrait nous faire comprendre maintenant que lui, il préfère être le type de patriote qui applaudit les fusillades sur ses concitoyens, je suis désolé, je ne m'y associe pas du tout. Donc, à choisir, le biaïsme, le régime Biya et Paul Biya lui-même sont infiniment plus dangereux pour le Cameroun que la brigade anti-Sardinard. Ça, on l'a bien compris dans vos propos. Alors, Wilfried, l'une des revendications de cette diaspora-là, c'est la fin de la guerre dans les régions du Nozo, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Et vous avez effectivement parlé de ce sujet, vous avez évoqué ce sujet lors de la conférence ici. Et à bien vous entendre, à chaque décennie, il y a eu comme une francisation de la partie anglophone. Donc vous avez dit par exemple que dans les années 60, il y a eu cette conférence de Fumban. Dans les années 70, il y a eu le référendum. Dans les années 80, c'est le Cameroun qui devient État, République du Cameroun tout simplement. Dans les années 90, vous avez évoqué, voilà, et ici récemment, vous avez évoqué ce traité OHADA qui a poussé les anglophones à manifester leur mécontentement face au système judiciaire camerounais. Mais finalement, ne peut-on pas dire que certains anglophones sont complices de leur situation? En fait, en principe, il n'y a pas d'anglophones et de francophones du point de vue linguistique. Il y a des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec d'autres Camerounais sur certains critères. Dans l'intervention pendant la conférence, j'ai précisé que quand bien même on angliciserait tout le Cameroun, il y aurait toujours des gens qui se verraient comme des anglophones. Ce qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas la francisation, même si c'est un élément, comme notamment on l'a eu avec les textes de l'OHADA, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est la vassalisation de leur région au profit de Yaoundé. Ceux qui ont une éducation anglo-saxonne n'aiment pas le jacobinisme, ils n'aiment pas la centralisation, la captation d'un pouvoir par une entité précise. Ils aiment l'autonomie interne, ils aiment la liberté d'action, ils aiment le sens de l'initiative. Et ça a réussi beaucoup aux pays anglo-saxons. Il n'y a qu'à regarder en Afrique, le Kenya, le Ghana se portent bien mieux que le Bénin, le Togo, le Cameroun ou ce genre de choses. Donc ils veulent un modèle qui leur permet, si les solutions de l'État central ne sont pas bonnes, d'avoir leur propre solution. Maintenant, sur le volet de la des complicités, on peut circonscrire, on ne doit pas circonscrire la question seulement aux anglophones, on peut élargir. Il y a des Camerounais aujourd'hui, quand on va leur dire on aurait bien aimé que la CAN se joue dans un contexte pacifié, ne vont pas comprendre qu'en fait,
Ce n'est pas que nous ne voulons pas la CAN, ou que nous voulons que le Cameroun perde, ou que nous voulons le malheur pour notre pays. Non, on aimerait que la même CAN se joue, mais avec des stades mieux élaborés dans des complexes comme c'était prévu, avec des fonds utilisés pour ce à quoi ils étaient assignés, avec un compte rendu de la gestion des fonds, avec une finalisation des travaux dans les délais impartis et avec justement en amont une résolution de les crises anglophones qui passe par l'assainissement du climat politique, comme je l'ai exposé dans la conférence. C'est ça que nous voulons. Paradoxalement, on a des Camerounais, quand on leur expose comme ça, même à Yaoundé, même à Douala, ils nous disent nous n'aimons pas le pays. Donc, on a malheureusement intégré dans le logiciel du Cameroun, du Camerounais, que les antipatriotes sont ceux qui critiquent le régime. On leur a fait croire que la patrie, c'est le régime. On leur a fait croire que le Cameroun, c'est Paul Biya. Et comme on est en dictature, il y a deux niveaux de mode opératoire. Il y a la section qui consiste justement à leur mettre ceci dans la tête, ce que je viens de présenter, et la deuxième section qui consiste à leur faire accepter par la peur. Il y a donc beaucoup de gens qui, contrairement à ceux qui n'ont pas les yeux ouverts, qui savent que les choses ne vont pas bien, mais qui n'osent pas parler, pire, qui défendent la dictature oralement, alors qu'intérieurement, ils savent que c'est faux. Mais comme ils ont peur de la répression, ils choisissent ce qu'on appelle banalement la facilité. Parce que quand on critique l'opposition dans une dictature, on est très bien. Si on rejoint les rangs des dissidents, on risque la prison et beaucoup ne veulent pas. Et du coup, ils se font les avocats du diable. Alors, Wilfried, on a bien compris que le problème anglophone est une question qui vous préoccupe à plus forte raison, vous en avez débattu ici, mais finalement, quand on a ce problème, quand on l'a cerné, quelles sont les solutions à apporter? On a vu le grand dialogue qui ne fait pas avancer les choses, on a vu la régionalisation qui ne fait toujours pas avancer grand-chose au Cameroun, mais finalement au MRC, est-ce que vous avez déjà pensé à une stratégie qui sortirait le Cameroun de cette crise qui a assez duré depuis 2016? Oui, les deux solutions que vous avez citées sont les solutions. Sauf que la question pourquoi elles n'ont pas marché, parce qu'elles n'ont pas été y appliquées. Il n'y a pas eu de grand dialogue national, il n'y a pas eu de régionalisation. Pour qu'il y ait le grand dialogue national, je viens de parler de l'assainissement du climat politique. Je résume ce que j'ai dit pendant la conférence. Il faut libérer les prisonniers politiques, il faut libérer la parole publique, il faut déposer les armes des deux côtés. Déposer les armes ne signifie pas l'armée renonce à son matériel militaire. L'armée cesse simplement de canarder le nozo en disant nous allons ouvrir une trêve, on fixe un intervalle de temps pour le dialogue, on arrête de vous tirer dessus et vous aussi, puisqu'il faut bien résoudre ce problème un jour, vous aussi vous arrêtez et on discute. Même les plus grandes guerres du monde se sont terminées dans le débat, dont même les pires terroristes de la Terre savent débattre. Puisque s'ils sont devenus des terroristes, justement, c'est parce que le débat, à un moment donné, n'a pas eu lieu. Donc on assainit le climat pour montrer qu'il y a une véritable volonté de dialogue et on organise ce dialogue-là en invitant ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on a appelé terroristes. Parce que comme j'ai dit, dans le carcan politique, le terroriste considère le régime comme une entité terroriste. Et c'est une opinion contre une autre. Donc, comme toutes les opinions se valent, si quelqu'un me voit comme terroriste et que je le vois comme terroriste, trouvons un terrain d'entente, recommençons à zéro et dialoguons. Et dans ce dialogue, on invite donc ce qu'on ne veut pas voir, les Ayouk Tabé et consorts, on pose les thématiques dont on ne veut pas parler, justement, la forme de l'État, l'organisation justement de la décentralisation ou de la régionalisation véritable, ce que vous voulez. Mais à partir du moment où le conseiller régional ne peut pas prendre de décision au-dessus du gouverneur qui dépend directement de Yaoundé, on est encore dans la vassalisation, on est encore dans la politique cosmétique, on est encore dans la décoration. Et c'est ces éléments de décoration-là qui font que les choses n'avancent pas. Le Cameroun fonctionne comme une dictature normale, avec des partis d'opposition qui servent juste à dire à la communauté internationale, regardez, il y a le multipartisme. Mais on sait que cette opposition-là ne sert justement qu'à ça, à parler à la télévision pour qu'on ait l'impression qu'il y a des voix contraires. Mais à partir du moment où elle veut initier des actions qui peuvent mettre à mal le régime, elle se trouve muselée. Donc c'est un parti unique avec des oripeaux de multipartisme. Donc il faut aussi un véritable dialogue national, une véritable régionalisation que les farces décoratives qu'on a eues ces 2-3 dernières années. Alors Wilfried, est-ce que vous voulez dire que quand on regarde le paysage politique du Cameroun, on a l'impression que les têtes de l'opposition qui dépassent, on essaye de les couper? Oui, c'est d'ailleurs les têtes de l'opposition mondiale. On l'a vu, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure.
les Européens aussi ont procédé de la même façon, donné l'impression que nous étions indépendants, mais à chaque fois qu'on a eu des Ernest Wangé qui disaient que ce n'est pas la vraie indépendance, des Sékou Touré qui disaient que ce n'est pas la vraie indépendance, des Thomas Sankara, des Lumumba qui disaient que ce n'est pas la vraie indépendance, on les a assassinés. On voulait une indépendance de façade. Lorsque Sékou Touré dit « je préfère la liberté dans la pauvreté à la recherche dans l'esclavage », il dit à De Gaulle que le giron français ne garantit pas l'indépendance, au contraire c'est la soumission perpétuelle. Et quelle est la réponse de Sékou Touré? C'est de lancer ce qu'ils appelaient Opération Saphir, Opération Persile, de pourrir l'économie de la Guinée, notamment avec des faux billets, des choses comme ça. Lorsque Modibo Keïta quitte le franc CFA, par exemple, en 62 au Mali, justement, on lui pourrait la vie en faisant venir Moussa Traoré, qui va finalement le mettre en prison en 68. Lorsque Lumumba, justement, constate que la Belgique s'enrichit sur le dos des Congolais et constate que l'indépendance a beau avoir lieu le 30 juin 60, mais il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Et quand il commence à vouloir les parfaire, il est arrêté la même année, en 60, et tué au début de l'année suivante, le 17 janvier 61. Donc, on a la même mécanique au Cameroun, exactement la même, qui fait que lorsqu'il y a des têtes qui émergent, et c'est pour ça que la tête de Maurice Kamto actuellement est politiquement mise à prix. Je peux m'enlever politiquement de la phrase. Par contre, les autres oppositions, avec tout le respect que j'ai pour elles, dérangent beaucoup moins le régime, et c'est pour ça que le régime les dérange aussi peu, parce qu'elles se sont accommodées au modèle d'opposition que le régime a voulu leur donner. Elles pensent, avec toute la bonne foi du monde, je veux bien le leur accorder, qu'elles sont des oppositions, mais en fait une opposition conforme au régime et qui ne déplaît pas au régime, à quelques soucis d'ajustement. Parlant justement des hommes politiques qui rentrent entre guillemets dans les rangs au Cameroun, je pense à Cabral Libi, ce jeune politicien qui a fait un parcours honorable lors des élections présidentielles. Aujourd'hui, sous la forme de l'État, il propose une sorte de fédéralisme communautaire. Avez-vous lu Cabral Libi et que pensez-vous de ses idées politiques? Non, je n'ai pas lu le livre. Par contre, j'ai écouté l'exposition du programme dans un exposé télévisuel qu'il a fait et évidemment, je désapprouve. Nous ne pouvons pas, à l'ère du panafricanisme, nous cantonner encore dans des identités linguistiques ou identités géographiques ou des identités ethniques ou des identités claniques. Non. La tribu, l'ennemi, la langue en Afrique doit être une richesse. C'est-à-dire, je suis Douala, non, on prépare l'indolé, c'est très bon. On échange, on rigole, on partage, ça s'arrête là. Le reste du temps, on est camerounais. C'est-à-dire, je vais chez les Bassa pour voir, je ne sais pas, les petits événements culturels des Bassans. Je vais chez les Bassa pour manger le bongo chobi. Je vais chez les Douala pour le ngondo. Je vais au nord pour, je ne sais pas, voir la beauté, les grands feuillages de Garoua, de Maroua et tout. En fait, pour apprécier, savourer la richesse de mon pays, je vais peut-être apprendre le fulbe pour parler aussi d'autres langues. Mais à partir du moment où on pense Cameroun, moi, j'ai proposé, en tout cas le MRC a proposé, j'ai évoqué ça tout à l'heure, une idée qui n'avait même pas été défendue que par le MRC. J'ai parlé de Bernard Django-Ducrac qui avait une idée de créer une sorte de développement sur les zones agroécologiques. Le MRC a une vision qui épouse plus ou moins la réalité actuelle. Un endroit comme Douala, avec son dynamisme économique, peut devenir une place financière. En formalisant les activités, on sort du Benskina, comme ce que Paul Biya a voulu présenter à grand fracas comme étant les métiers d'avenir au Cameroun. On va à Ideya, qui devient la zone industrielle. On a les palmeraies de la zone, on a les plantations de Penja. En fait, on peut justement regarder la carte du pays, la carte écologique, la carte agricole, la carte économique et se dire à quel endroit on peut poser tel ou tel pôle de développement. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des Français qui ont vu que dans les zones tempérées, la rotation de la Terre est plus faible que dans les zones équatoriales. Ils sont allés mettre la base de la fusée Ariane à Kourou, parce que là-bas, la force centrifuge te fait gagner 1600. Ça permet d'économiser du carburant. 1600 km/h, c'est génial. Bon, ils ont pensé le développement en fonction des réalités réelles. Permettez le pléonasme. Si maintenant quelqu'un veut nous renvoyer à un moment où on va être une région Bassa, une région ci, une région ça, il y a un énorme problème à ce niveau. Parce qu'on peut par ailleurs poser la question, qu'est-ce qu'un Bassa, qu'est-ce qu'un Tupuri, qu'est-ce qu'un Mondang, qu'est-ce qu'un Fulbe? J'ai énormément de problèmes avec ça. La plupart de mes amis ne sont pas de mon ethnie. Je ne veux pas me dire, je ne vais pas voir des Camerounais, je vais plutôt voir des Bamileke à telle zone, ou des Mondang à telle zone, ou des Ewondo à telle... Non. On ne doit pas penser le Cameroun comme ça, l'heure et aux grands ensembles.
Africa Must Unite, disait Kwame Nkrumah, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Nos... Oui. L'histoire tourne en rond parce que nous ne tirons aucune leçon et avec des idées comme celle-là, c'est une politique rétrograde. Ça, je le dis de manière péremptoire. On doit profiter de nos richesses culturelles. Nos différences doivent être un plus pour accroître notre culture, notre intelligence et pour qu'on puisse se vanter à l'étranger qu'on a 800 000 langues, 500 000 traditions différentes. C'est très bien. Mais il faut qu'on pense camerounais comme ils arrivent à le faire pendant la CAN. Je ne sais pas pourquoi, pendant hors match de foot, ce patriotisme, ce globalisme camerounais prend fin. Justement, Wilfried, nous allons sortir de cet entretien par le sport, la CAN. Le jour dit est arrivé, le 9 janvier. Vous avez applaudi? Non. Et pourquoi? Le Cameroun a gagné 2-1 en ouverture de cette compétition. Ça se passe plutôt très bien avec les Lions qui ont gagné une deuxième fois 4-1 contre l'Éthiopie. Ah, s'il fallait y applaudir la victoire, il fallait circonscrire la question du coup. Nous ne sommes évidemment pas contre la victoire des Lions indomptables. Nous ne sommes évidemment pas pour l'élimination avant la finale. Ce que nous, en fait, les gens pensent que nous avons choisi la politique par rapport au football. Non. Si je dois choisir entre la fin de la guerre au Nozo et la victoire finale à la CAN, je choisis les deux. La fin de la guerre au Nozo et la victoire. Sauf que les supposés patriotes, eux, ils ont poussé d'ailleurs le cynisme jusqu'à dire que bon, même le BLM jubile des victoires des Lions indomptables. Je considère que c'est très malsain quand quelqu'un qui vit à Yaoundé et qui sait qu'il ne peut pas aller à Batibo, à Mouyouka ou à Kumba, qui affirme maintenant que voilà, même là-bas, on jubile en sachant qu'il y a des femmes enceintes qui sont dans la forêt, qui fuient le crépitement des balles. Il y a des gens qui ne savent même pas s'ils seront en vie demain à la même heure. Il y a d'autres qui sont à Yaoundé et qui pensent que le Cameroun se limite sur ces aires-là. Donc, nous voulons justement que le sport se porte bien, que l'équipe nationale continue de briller, mais dans un contexte où tout ce qui n'est pas football fonctionne tout aussi bien. Il ne faut pas que le football masque la réalité du terrain. Ce qui nous dérange, c'est qu'actuellement, on a mis les Camerounais dans le même cocon que César et les Romains mettaient la population. Panem et circenses, du pain et des jeux. Et à cause du foot, comme on sait que c'est une sorte de drogue d'opium en règle, on sait qu'à cause du foot, les Camerounais oublient les réalités dans lesquelles ils vivent. On fait oublier à un Camerounais que même à la fin du match, il peut se faire agresser sur la route de chez lui parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. On lui fait oublier que la victoire du Cameroun face à l'Éthiopie ou le Burkina Faso ne va pas lui donner l'eau courante à la maison. On leur fait oublier que la lutte pour leurs droits reste d'actualité malgré les victoires. Tant il est vrai que le football n'a jamais développé un pays. Le Brésil ne s'est pas développé grâce à ses 5 Coupes du Monde. Le Brésil s'est développé grâce à son dynamisme économique en intégrant les BRICS, en dynamisant sa filière cacao, sa filière tourisme, sa filière industrie. Voilà, c'est comme ça qu'un pays a une vision à long terme. Mais nous savons qu'après la CAN, les stades qui déjà ne sont pas rentables au moment où ils devraient être le plus rentables, parce que les Lions sont là, c'est la CAN sur place. Voilà, les matchs se jouent, on distribue même des billets, mais les stades sont incroyablement vides. Je ne crois pas qu'on ait vu une CAN. C'est le paradoxe, Wilfried, quand on sait que dans un premier temps, on a pensé que le MRC allait demander à la population de ne pas se rendre au stade de foot, que Maurice Kamto a quand même à la fin dit allez-y, mais les stades, les gradins sont vides. Maurice Kamto est un homme très intelligent. Il savait la réalité dans laquelle les Camerounais vivent. Il savait que le régime aime faire miroiter aux Camerounais des mensonges et se ment à lui-même. Maurice Kamto savait que ça ne vaut pas la peine de saboter la CAN. Déjà, on risquerait de dire de nous que nous sommes des antipatriotes qui voulons saboter la CAN, mais surtout parce que le régime, les organisateurs allaient eux-mêmes saboter la CAN. Je passe la liste des influenceuses d'État, des décorations totalement loufoques des aéroports, du stade. Voilà, ce genre de choses qui sont arrivées, voilà, ou le lion canard moustachu, comme je l'ai baptisé, d'Olembe. Je passe justement outre tous les quoi qu'il y a eu, les problèmes qu'il y a eu notamment au stade de Limbe avec l'équipe de Mauritanie qui n'a pas eu son hymne, où ils se sont trompés 3 fois d'hymne. Je pense aux coups de feu qui ont retenti à Boya. Je pense au premier match où on a pris un arbitre totalement corrompu, totalement
Voilà un arbitre assez douteux, assez inquiétant dans le match opposant le Mali à la Tunisie qui a sifflé la 85e minute. Un match qui avait encore au moins 6 minutes d'arrêt de jeu. En fait, il y a eu beaucoup de choses. Et là, actuellement, Paul Biya, qui sait que son pays contient 95% d'informels et qui dit les activités professionnelles vont s'arrêter désormais à 14 heures. Pourquoi? Dans un pays qui veut émerger, le football prévaut donc sur et l'école et le travail. Et même s'il fallait parler de travail, il n'y a pas de travail. Le principal travail, c'est la débrouillardise, l'informel, dont ils sont en train de se saborder eux-mêmes. Et c'est dans cette optique que Maurice Kamto disait, ne touchez pas à leur canne ou à notre canne. Ils vont eux-mêmes saboter leur canne ou notre canne, si vous voulez. Ils vont eux-mêmes se fourvoyer, ils vont eux-mêmes se mettre les pieds dans le drap. Ils vont eux-mêmes trébucher de leur propre balbutiement. Et vous verrez qu'à l'issue de cette canne, tout ce qu'on retiendra, ce seront toutes les frasques que le régime aura commises. Pas parce que nous le souhaitons, mais parce que nous savons qu'un événement basé sur le mensonge, où on tente de faire oublier aux Camerounais, un, les conflits qu'il y a dans la zone, et deux, la misère dans laquelle ils vivent, ça ne peut pas donner. Les Camerounais voudraient bien aller au stade, remplir les stades, mais la réalité de ce que nous disons tous les jours les rattrape. Ça coûte cher, c'est pas évident. On ne va pas dépenser 4 000 ou 8 000, et même si on nous donne un ticket gratuit, on a besoin du temps où on nous demande d'aller voir le match pour aller mener les petites activités de débrouillardise. Disons, la réalité camerounaise, justement, met à l'ordre du jour ce que nous fustigeons tous les jours et qui a fait qu'on porte l'étiquette d'antipatriote. Nous ne sommes pas gênés pour cela. Nous avons demandé l'émergence d'une industrie, l'émergence d'une industrie qui entraîne l'émergence d'une classe moyenne, qui entraîne donc le gain de puissance d'un porte-monnaie qui fait qu'un Camerounais peut se permettre certains loisirs. Mais ceux qui ne veulent pas dynamiser l'industrie, développer l'industrie, les secteurs porteurs, les secteurs économiques, et qui maintiennent dans le Camerounais dans la misère, se retrouvent dans cette situation-là où, même si on veut aller au stade, on n'a pas d'argent. Et même quand on a soi-disant l'argent, outre le test vaccin et qu'on sort, on n'a pas le temps de sacrifier une journée entière pour une activité qui nous aurait rapporté de quoi survivre toute la semaine. Wilfried, to end this interview, do you have a message to Cameroonians who are living in the northwest and southwest region? So for our brothers, I only want to say we have to believe in ourselves. We have to believe that we are all Cameroonians, that it's possible to build a new nation, that it's possible to live together, that it's possible to have a safe relationship, that it's possible to have another government. That the solution is not to kill each other, the solution is to discuss. And even if it's impossible to discuss, we should always remember that it's impossible to discuss with this regime, but we have the opportunity to have another idea, another structure, another political leadership. And with this political leadership, for me, it's the CRM. It will be possible to discuss with them as with us. So I want to tell my brother in those regions that we don't forget them. Maybe Paul Biya and his group, his political party, do forget them, but we never do that. And even the African Cup of doesn't make it possible for us to forgive them. We always think every day, every night, we think about them. We know that their lives have been destroyed. We know that they are suffering every day. We know the difficulties they have. We know it's not funny to wake up this morning and to hear how the bullets everywhere are ringing like bells. So we know that, and that's the reason why we have this segment. That's the reason why we engage ourselves to fight against injustice, to fight against an unfair regime. And that's the reason why we'll keep on this fight and we'll never give up until each Cameroonian will be sure that he finally has a state where he can grow up, where he can have an activity, where he can have a future. So that's a message I want to tell to my brothers. Wilfried, will you travel to Cameroon very soon? And it's impossible. I cannot. Okay. I'm an anti-patriot. I don't like my country. I want to destroy Cameroon. So the regime doesn't allow me to travel to Cameroon.
Ok, on l'a bien compris, vous n'êtes plus la bienvenue dans votre propre pays, Wilfried, mais j'espère que le message d'espoir que vous avez donné ici pour vos frères anglophones sera bien compris, sera bien perçu pour que vive le Cameroun très prochainement, que vous puissiez retourner à vos racines. Merci d'avoir répondu, Wilfried. Un dernier mot peut-être? Oui. Myriam Makeba la Grande a vécu en exil. Mongo Betty le Grand a vécu en exil. Même la famille de Jésus est allée en exil en Égypte sous Hérode. Le statut d'exilé est parfois la plus grande récompense qu'on puisse avoir. Ça montre qu'on est sérieux dans son combat. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Wilfried, merci. Merci.